Salut, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Il y a maintenant quelques semaines, Elissa, ma très bonne amie et collaboratrice, et moi-même avons découvert une vraie perle rare sur les réseaux sociaux. Son nom est Sonia Kwemi et elle est spécialiste RH. Elle a aussi son agence de consultation qui se nomme VES Service Conseil. Vous pouvez aussi la lire dans 4,95 de Urbania, vraiment des articles que je vous conseille. Pour la petite histoire, elle a piqué notre attention avec sa vidéo portant sur la fameuse offre d'emploi pour femmes blanches seulement du CIUS des Laurentides. Suite à cette vidéo, nous avons eu d'enregistrer un podcast avec elle et de vraiment aller plus loin dans la discussion et bien sûr de parler de racisme systémique et de discrimination. Sans trop voler de punch pour l'épisode, je veux aussi vous dire que l'épisode d'aujourd'hui va être relié au prochain épisode de Parler pour comprendre qui portera sur l'intersectionnalité. Donc sans plus tarder, j'espère que l'épisode va beaucoup vous plaire. Bonne écoute! Bonjour Sonia, bonjour Elissa, un gros merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Pour vrai, c'est un sujet que je suis très contente de finalement aborder et qui est absolument nécessaire. Petite introduction juste avant, Sonia, dans le fond, j'ai vu ta page Instagram et j'ai vu ton vidéo par rapport aux événements du CIUS des Laurentides, comme on va en discuter plus tard. Puis vraiment, je l'ai trouvé super pertinent parce que tu réussissais à expliquer des événements un peu chocs de la société, que tout le monde, des événements de racisme que tout le monde reconnaît, et par la suite l'utiliser pour expliquer tout ce qui est plus difficile à comprendre et difficile à voir. Donc, j'ai trouvé ça super pertinent. Donc, je vais en discuter avec toi. Mais avant tout, voudrais-tu nous parler un peu de ton travail, ce que tu fais dans la vie et de tes implications? Oui. Donc, moi, je suis professionnelle RH. Donc, je travaille dans la gestion des ressources humaines depuis les 10 dernières années. Donc, c'est mon travail à temps plein. Et puis, dans la dernière année, j'ai décidé d'essayer de rejoindre une clientèle un petit peu différente pour faire comprendre un petit peu à tout le monde ou pour rendre accessible c'est quoi la gestion des ressources humaines et surtout comment elle a un impact dans notre vie de tous les jours, puis d'aider justement ma façon des personnes à cheminer dans leur parcours personnel, professionnel, puis d'aider surtout des entrepreneurs à avoir des ressources qui sont accessibles mais qui sont pas toujours faciles parce que faut savoir que 80% des organisations au Québec n'ont pas de professionnels en gestion des ressources humaines. Puis c'est vraiment ces organisations-là qui m'intéressent. On voit dans les médias, puis de façon générale, on voit les grandes entreprises qui ont des équipes, qui ont les moyens. Mais moi, à ma façon, je veux aider les petites entreprises qui font de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. Là. Sans les PME, le Québec serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, à travers ma page Instagram, ma page Facebook, les consultations que j'offre justement à la clientèle, puis les posts où j'essaie d'être le plus engagée et où je suis le plus vrai. C'est là justement que vous avez vu la vidéo où je parle de la situation qui s'est passée à l'hôpital de Saint-Eustache au CIUS des Laurentides. J'essaie de faire comprendre une forme de réalité qui n'est pas toujours facile à comprendre quand on regarde ça de loin ou quand ça fait pas partie de notre réalité. Donc voilà. Puis est-ce que pour toi, le respect de la diversité au sein des entreprises, de la représentation passe directement par les RH? Puis l'une des problématiques, ça serait dans le fond qu'il n'y a pas assez une grande représentation des RH à travers les entreprises au Québec? C'est une excellente question parce que c'est une discussion que j'ai avec mes confrères et consoeurs en gestion des ressources humaines. C'est une discussion que j'ai eue avec la présidente de notre ordre professionnel. Parce que même à notre niveau, à nous, je trouve qu'il y a des choses qui doivent bouger plus rapidement. Je trouve qu'il doit y avoir une plus belle représentativité. Puis ça passe, oui, par l'intégration de professionnels RH dans notre ordre professionnel, mais ça passe aussi par l'accessibilité, justement, de gens à se dire, ben si je suis une personne racisée, je suis une personne d'une communauté différente, ben oui, je peux aller étudier en gestion des ressources humaines, puis oui, je vais pouvoir avoir une belle carrière. Parce que c'est sûr que pour des personnes, principalement des minorités visibles, n'auront pas nécessairement
le goût, on rend pas le réflexe de se dire qu'ils peuvent avoir justement une carrière en gestion des ressources humaines. Donc, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais je pense que la représentativité des différentes communautés culturelles dans les organisations ne peut pas uniquement reposer sur les professionnels RH parce que on n'est pas présent dans 80% des organisations. Donc, il faut éduquer nos entrepreneurs. Moi, je crois beaucoup en l'éducation de nos entrepreneurs qui sont, comme je l'ai dit, vraiment des piliers là, pour notre société. Puis quand on parle d'entrepreneurs, oui, on voit des grands entrepreneurs, mais tu sais, la personne qui a son petit resto, la personne qui a son casse-croûte, la personne qui a son entreprise de confection de savon, elle, si elle a 1, 2, 3 personnes, elle est aussi capable de faire une différence. Donc, oui, on est définitivement des alliés, puis on doit l'être. Mais comme n'importe quelle profession, ça peut pas juste reposer sur nous, puis on fait des erreurs. Comme n'importe qui d'autre. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé au 6 des Laurentides? Oui. Donc, ce qui est ressorti, en fait, dans les 2 dernières semaines, parce que c'est une situation qui s'est passée à l'automne dernier, au mois de novembre dernier, le 6 des Laurentides a fait 10 affichages de postes où on recrutait des personnes blanches uniquement. Donc, quand on dit recruter des personnes blanches, c'est-à-dire que dans l'affichage de poste, c'était mentionné qu'on voulait uniquement des personnes blanches pour des postes de préposés aux bénéficiaires. Donc, puis dans le processus d'affichage de poste, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers, généralement, dans les moyennes et grandes organisations, le gestionnaire fait sa demande au niveau de son équipe là, par rapport au poste qu'il a besoin, puis il fait approuver ces postes-là par des professionnels en RH, donc son partenaire qui lui a attitré, puis parfois, ça va jusqu'à la direction générale. Dans le cas du 6 des Laurentides, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des demandes justement parce qu'il y a on parle d'une personne, on parle d'un homme qui on connaît pas ses origines, qui était dans qui a des grandes pertes cognitives. Donc, il était dans un état de démence et il proférait des injures sur du personnel qui n'était pas blanc. Donc, on ne sait pas si c'était uniquement envers des Noirs ou c'était des personnes des Autochtones ou autres. L'histoire ne le dit pas jusqu'à présent. Et donc, le CIUS qu'ils ont fait pour accommoder le patient, ils ont procédé à 10 affichages de postes là, dans une période de 18 jours où on recrutait justement des préposés aux bénéficiaires de personnes blanches. Et dans les dernières semaines, ce qui est ressorti justement, c'est ces affichages-là. Où la présidente directrice générale du CIUS, elle est sortie puis elle était outrée, elle était pas du tout au courant. Le directeur des ressources humaines du CIUS aussi mentionnait qu'il tombait en bas de sa chaise d'avoir eu toutes ces nouvelles-là. Et donc, ma prise de position dans les dernières semaines, c'était par rapport à différents niveaux. Tu sais, déjà, à la base, quand on est président directeur général d'une organisation, on peut pas sortir dans les médias puis dire qu'on tombe en bas de notre chaise, que des choses comme ça se passent. On reste imputable de ce qui se passe dans notre organisation, puis on doit avoir des mécanismes en place pour être au courant de choses qui n'ont pas de sens qui se passent. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était complètement inacceptable. Fait que si je comprends bien, ta première réaction, c'était vraiment par rapport à tout le côté un peu plus gestion, RH, responsabilité d'entreprise, c'est ça? Absolument. Donc, c'est sûr que moi, les affichages qui sont sortis, j'ai trouvé ça... Je veux dire, je suis tombée en bas de ma chaise, mais ma première question, c'est qui était responsable de ces affichages-là? Mm-hmm. Puis quand j'ai vu que 4 professionnels RH avaient signé ces affichages-là, donc bulletproof, quelqu'un qui connaît la loi ou qui doit connaître la loi, qui doit avoir cette sensibilité-là, qui doit avoir ce regard critique puis dire « Attendez, là, on vit une situation où on a un patient qui a des pertes cognitives où on doit s'assurer de lui offrir les soins, mais de faire ces 10 affichages-là qui sont discriminatoires, c'est illégal. Là. Je veux dire, à la base, il faut qu'on se ramène à ça, c'est illégal. Que 4 personnes en gestion des ressources humaines signent et disent que c'est correct, pour moi, c'est super inquiétant. C'est inquiétant, puis ça dénote d'une problématique qui est beaucoup plus profonde. Là, on n'en est plus juste à ces 10 affichages-là, c'est-à-dire à l'interne, quand il y aura d'autres problématiques,
qui vont être générés, entre guillemets, par la gestion de la diversité culturelle ou par des personnes racisées, si ça doit passer par des solutions qui sont illégales, par des mécanismes qui sont discriminatoires, on a un très gros problème en tant que société. Puis ça s'est fait dans un organisme public. Là, on parle d'un hôpital. C'est encore plus inquiétant qu'on ne se soit pas... qu'on soit arrivé dans une situation où on se dit, ben, écoute, c'est pas plus grave que ça, on va l'afficher 10 fois, puis anyways, on va pouvoir se justifier, puis que c'est correct et que c'est légitime. Pour moi, on en arrive à un point dans notre société où il faut sonner des clochettes d'alarme encore plus grandes, où il faut se questionner et se re-questionner sur la façon dont on fonctionne, sur la façon dont nos institutions sont constituées, sur la façon dont on trouve des solutions à nos problèmes. Parce qu'on trouve des très mauvaises solutions pour des problèmes qui sont tangibles puis qui vont continuer d'arriver. Donc... Puis c'est un peu la priorisation des problèmes aussi, parce que quand on y pense, ils ont été devant un choix de trouver une personne adaptée directement pour cette personne-là avec déficience et difficultés. Il y avait ce choix entre trouver une personne parfaite pour cette personne-là ou décider de relever le défi et se dire c'est absolument inacceptable de faire une telle chose et on n'a pas le choix de trouver une autre solution au problème. Fait que c'est ça aussi, ce parallèle de c'est quand que ça va même pas être une option de faire passer la discrimination avant d'autres problèmes. Exact. Donc ce qu'on en comprend comme raisonnement puis comme logique, c'est de se dire ben la discrimination, ça fait partie d'une option. Puis c'est ça que je dénonce, c'est que la discrimination de certains groupes ne devrait jamais faire partie de notre solution, et c'est le cas là-bas. Et donc, quand on dit que ben c'était la seule solution, que c'est pas de la discrimination, que c'est pas du racisme systémique, je dis attendez, la discrimination était la solution. Parce qu'on se dit qu'il faut... Alors que ça ne devrait pas l'être. Et puis, je suis curieuse de voir... On mène une enquête. On verra bien au bout de cette enquête-là. Mais je suis curieuse de voir à l'intérieur, on pouvait pas revoir les horaires du personnel. Je comprends, c'est du personnel syndiqué, mais on pouvait pas revoir les horaires. On pouvait pas faire des changements de chiffre. On pouvait pas changer, ultimement, peut-être le patient d'hôpital. Je veux dire, on a choisi de brimer des lois pour le bénéfice d'une personne. On a brimé potentiellement des centaines d'autres personnes. On ne sait pas le nombre de personnes qui auraient potentiellement appliqué sur ces rôles-là, qui, eux, ont été discriminés. Donc, c'est là où je dis qu'on a un problème en tant que société qui va beaucoup plus loin qu'uniquement l'hôpital de Saint-Eustache. C'est vraiment, il faut se re-questionner. Et c'est là où je dis que c'est épuisant de se dire qu'on vit dans une province qui est la nôtre. Et puis, moi, je suis ici pour rester. Là. Je veux dire, il n'y a pas plus québécoise que moi. Je suis née à l'hôpital Sainte-Justine. Là. Fait que de me faire dire que, ultimement, je suis un citoyen de seconde classe, c'est comme ça que moi, je le perçois. Parce que de me discriminer fait partie des options. On n'aurait jamais fait ça à l'inverse. Ou je pose la question, est-ce qu'on l'aurait fait à l'inverse? Est-ce que s'il y avait un patient... d'une communauté culturelle différente qui dit « Moi, je suis tannée, je veux pas me faire soigner par un blanc. » Est-ce qu'on aurait dit PAB de minorité culturelle uniquement? Je ne crois pas. T'sais, vous permettez-moi d'en douter, en tout cas. Mais c'est ça aussi, c'est est-ce qu'une personne de couleur noire ou une personne asiatique ou whatever oserait dire ça? Demander une telle chose aussi. C'est une autre question qui se pose. Exact. Et vous parlez de racisme systémique, puis c'est exactement ça. C'est parce que c'était une option, c'était un réflexe, un genre de « ah ben, pourquoi pas ». Puis, ben, c'était un réflexe parce que le racisme est basé dans un système qui est lui-même raciste et qui a été construit sur le racisme. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail ce que c'est le racisme systémique et ses impacts en tant que tel? Oui, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, puis il y a beaucoup de jeux de mots, je trouve, qui est fait autour du racisme systémique. On dit, ben on n'a pas un système en place. Tu sais, il y a personne qui est sur un payroll, puis sa job, c'est être raciste tu sais, je veux dire, ça existe pas, ça. Mais tu sais, le racisme systémique, c'est vraiment un ensemble de structures dans notre société qui fait en sorte que, ultimement, le système
en lui-même est responsable de discrimination. Donc, dans les faits, ça passe par des lois, ça passe par des politiques, ça passe par des pratiques qui sont dans nos organisations qui sont discriminatoires. Et donc, l'exemple qu'on parle aujourd'hui, pour moi, est un exemple parfait parce qu'à travers un processus de recrutement, on discriminait systématiquement une partie de la population québécoise et canadienne. Donc, il n'y a pas plus bel exemple. Quand on me dit que ça, c'est pas un exemple de j'ai de la difficulté à comprendre parce que c'est vraiment une procédure qui a été mise en place par un système. Je suis pas en train de dire que c'est une personne qui est en charge. Puis si toutes ces personnes-là n'étaient pas là, la façon dont on a choisi de discriminer serait la même. Les affichages de postes ont été faits, les personnes recrutées, c'est les mêmes. Et donc, quand on décide d'écarter une personne pour son identité raciale, c'est du racisme systémique. Donc, c'est ça. C'est ça, puis on se demande après, ça c'est juste une annonce qu'on a vue. Et ça porte à se questionner sur le nombre qui sont passés sous le radar et à quel point est-ce qu'il y en a eu qui n'ont pas reçu d'attention du public. Et c'est vraiment ça qui fait peur. J'adhère à 100%. Puis quand on parle de structures, justement, qui vont venir discriminer, si pour une promotion, par exemple, c'est un exemple qu'on ne verra jamais ou qu'on verra très peu à l'externe. Si on prend l'exemple de l'hôpital de Saint-Eustache, puis qu'on voulait faire une promotion pour un chef de département dans cette unité-là, dans une unité où peut-être on a plus de patients blancs, par exemple, qui veulent moins de personnes noires. Est-ce qu'on discriminerait potentiellement une personne qui a toutes les compétences pour avoir ce rôle-là parce que elle a la peau de la mauvaise couleur? Le racisme systémique, ça va jusque-là aussi. Et donc, moi, je remets en cause tout le fonctionnement et je doute de la capacité du personnel en place dans cet hôpital-là d'être en mesure de pouvoir faire une saine gestion parce qu'ils ont démontré au public peut-être une infime partie de ce qu'ils font à l'interne. Donc, quand on dit que c'est à différents niveaux le racisme systémique et que ce n'est pas toujours la personne qui va dire « Moi, j'aime pas les Noirs », le racisme, c'est pas uniquement ça. Puis on le sait, c'est pas de se lever puis de dire « Moi, j'aime pas les Noirs ». Non, mais c'est dans des pratiques de venir discriminer des Autochtones pour des promotions, de venir discriminer des Asiatiques pour tel rôle. Donc, ça finit par prendre... La gangrène, elle est finie par être prise dans notre système et automatiquement, on va sans même se poser la question, en fait. La personne ne sera même pas sur notre radar pour différentes opportunités à l'interne parce qu'on sait que c'est pas le profil qu'on souhaite. On sait que c'est pas ça qui veut être vu par le public ou on sait que c'est pas ça nécessairement que notre clientèle va vouloir. Et donc, encore une fois, par la couleur de sa peau, la personne sera automatiquement discriminée. Puis est-ce que tu voudrais nous parler un peu de, par rapport aux conséquences du racisme systémique, quels impacts ça aurait pu avoir sur toi ou que tu as conscience que ça a sur les gens autour de toi? Parce que je me doute que ça va beaucoup plus loin que un poste pas disponible. Ben absolument. C'est sûr que quand une personne finit par avoir toutes les compétences pour un rôle puis qu'elle se bute à des échecs sur des échecs, c'est très difficile de ne pas se poser la question « Est-ce que la couleur de ma peau a un impact là-dessus? » Quand une personne racisée demande du financement pour X ou Y, que son projet tient la route, que son projet est bien ficelé et qu'elle se bute à des portes systématiquement, c'est difficile de ne pas penser que la couleur de sa peau n'a pas un impact. Quand on fait ressortir des statistiques, moi j'adore les chiffres, j'en mange parce que ça finit par parler des fois à certaines personnes quand on donne des exemples. Les gens aiment ça, avoir des chiffres. Quand on voit que tacitement, que pratiquement, c'est plus difficile pour une personne racisée d'avoir du financement, d'atteindre un certain type de rôle, d'être présente sur des conseils d'administration, d'avoir des rôles de gestion, mais c'est difficile de croire après ça, même si tu rencontres plein de personnes bien intentionnées, que c'est pas à cause de la couleur de ta peau. Donc, tu finis par douter de tes propres compétences, tu finis par douter de ta propre valeur, puis quand tu finis par avoir le rôle ou avoir le financement ou avoir la possibilité que voulais, tu te poses, en tout cas je me pose toujours la question, est-ce que
on m'a approché parce que Sonia était compétente ou on m'a approché parce que Sonia va bien fitter dans mon ratio, puis parce qu'écoute, j'étais débalancée, puis tu finis par douter de tout ça. Tu remets en question une partie de ton identité. Et donc, les conséquences sur l'estime, sur la confiance, elles peuvent aller très, très loin. J'ai la chance d'être très bien entourée, de beaucoup croire en moi, puis de bien connaître ma valeur. Tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance et statistiquement parlant, encore une fois, on le voit. Pourquoi est-ce que le salaire est moins grand? Pourquoi est-ce que on est présent sur des moins belles opportunités? Pourquoi est-ce qu'on est moins présent sur des conseils d'administration? Ben, parce que, un, les portes nous sont fermées, puis deux, peut-être qu'on finit par arrêter de cogner à ces portes-là. Donc, on finit par être dans un mélange des deux. Si tu veux atteindre un certain niveau, tu vas avoir un certain rôle, puis qu'on te dit 5 fois non, ben, tu finis par dire, ben, tu sais quoi, OK, c'est beau, c'est correct. Je vais continuer à faire ma petite affaire, puis finalement, on passe à côté de belles choses parce que, ben, on s'est résilié justement, à notre petit sort, entre guillemets. Puis justement, c'est ça. Après les événements qu'il y a eu cet été avec George Floyd, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont eu, entre guillemets, une prise de conscience sur le racisme au Québec, au Canada et partout au monde. Mais on va se le dire, c'était beaucoup de la facette, une performance même. Puis cette prise de conscience, c'était beaucoup du PR puis de l'apparence. Et je me demande, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle prise de conscience chez les Québécois? Est-ce que tu penses qu'il y a eu vraiment un certain changement? Comment est-ce que tu perçois ça? Là-dessus. Je suis mitigée entre les deux parce que quand tu finis par arriver dans un combat, je vais l'appeler comme ça, quand tu finis par arriver dans un combat, t'arrives à un moment où tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le moyen? Est-ce que c'est la finalité? Puis un des très bons exemples, parce que j'ai eu la question il y a quelques semaines par rapport aux 221 millions que le gouvernement fédéral propose aux communautés noires pour des projets des projets entrepreneuriaux qui vont déboucher dans les prochaines semaines. Puis il y en a plusieurs qui disaient, ben, est-ce que moi, je devrais me réjouir qu'on veut m'offrir du financement parce que je suis noire, uniquement parce que le critère numéro 1, c'est être afrodescendant, ou je dois sauter sur l'occasion? Puis c'est une question qui est extrêmement difficile. Parce que tu te dis, ben, pour que notre représentativité ou pour que notre présence sur la scène québécoise, canadienne et internationale soit légitimée et devienne normale, il faut qu'il y en ait plus. Et ça passe par une aide financière. Donc, de prendre cette aide-là pour lancer des projets, pour qu'on finisse par être habitué, puis que ce soit normal de voir différentes communautés, peut passer par là. Puis en même temps, tu te dis, est-ce que c'est un financement qui est hypocrite, puis je devrais pas le prendre parce que je crois tellement en mon projet que j'ai pas besoin de ça. Même chose comme tu l'as mentionné, est-ce que toutes les initiatives qui sont faites depuis la grande relance du mouvement Black Lives Matter avec la mort de George Floyd, on doit s'en réjouir ou pas? Moi, je choisis de me positionner comme quelqu'un qui va saisir ces opportunités-là pour réellement éduquer et faire comprendre aux gens que même si au départ, les intentions n'étaient pas nécessairement nobles, on va tellement voir la valeur ajoutée et l'importance pour notre société, pour notre entreprise, pour notre projet de faire affaire avec tout le monde, que finalement, ça va légitimer notre présence là-dessus. Mais j'ai pas la bonne réponse, puis je pense que c'est à chaque personne de se positionner, puis de réellement se poser la question s'il est à l'aise ou pas d'être utilisé ou d'utiliser les systèmes qui sont mis en place pour mettre de l'avant sa cause. Je sais pas. C'est vraiment, vraiment difficile de trancher au couteau. Je trouve que c'est difficile aussi. Juste, on est comme dans une période spéciale de transition avec tout ce qui est quotas et autres. Autant, tu sais, on peut faire le parallèle avec les quotas de nombre de femmes sur les conseils d'administration ou quoi que ce soit. Mais même moi, à mini-échelle, à l'université, on faisait du recrutement. C'est quelque chose que je trouve difficile des fois parce que je veux que personne sente que on te choisit seulement parce que t'es une femme ou juste parce que t'es noire ou asiatique. Puis je sais pas comment l'aborder. Puis je sais pas si tu pourrais me conseiller un peu là-dessus, nous conseiller là-dessus. Je pense que c'est une des questions qui sont super intéressantes parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que... Puis là, je prends l'exemple plus des personnes immigrantes.
que des personnes, que des immigrants de deuxième génération comme moi, parce que mes parents ont immigré il y a 35 ans. Non, donc, dépendamment d'où on vient, les critères qui vont qualifier qu'est-ce qui est performant ou qu'est-ce qui n'est pas performant sont complètement différents. Puis à l'université, je trouve que c'est le plus beau terrain de jeu. Puis moi, j'ai la chance d'être à cheval entre les deux. Et donc, d'être en mesure d'avoir une belle et fine compréhension des deux. Donc, si on prend, par exemple, toutes les compétitions éducatives, toutes les compétitions académiques qu'il y a, un des premiers critères qui est presque unanime pour l'ensemble de ces projets-là, c'est d'être en mesure de se vendre dans une certaine mesure, pardon. Quand on vient, d'ailleurs, je prends l'exemple des personnes qui viennent d'Afrique, se vendre ou vendre son projet entrepreneurial ou vendre ses aptitudes, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, automatiquement, même après avoir fait 2 ans, 3 ans au Québec, même après avoir fait ses études universitaires, c'est extrêmement difficile de se vendre parce que c'est perçu comme de la vantardise. Parce que ce qui est valorisé, c'est les diplômes. C'est pas tant l'expérience, c'est pas tant qu'est-ce que j'ai eu à faire, mais c'est qu'est-ce que j'ai appris. Et donc, quand on arrive dans puis je sais pas le contexte de la compétition académique dans lequel vous parlez ou du projet que vous parliez, mais si on en arrive où il faut faire une présentation devant un jury puis vendre le projet qu'on a à faire ou vendre le travail qu'on a fait, mais automatiquement, plusieurs personnes immigrantes vont partir en défaveur parce qu'ils n'ont pas développé ces habiletés-là, parce qu'ils n'ont pas développé ces capacités-là. Exactement la même chose en entrevue. Quand tu arrives en entrevue pour un rôle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois expliquer pourquoi tu es le meilleur candidat. Tu dois vendre ta salade. Tu dois dire qu'est-ce que tu as fait, à quel point c'était amazing, comment tu vas être capable de changer l'organisation. Tandis que pour bien des communautés culturelles, tu vas présenter ton diplôme, tu vas expliquer qu'est-ce que tu es capable de faire, on va te dire quoi faire, puis tu vas le faire. C'est tout. Donc ils partent avec moins 10, pas parce qu'ils sont pas capables de le faire, pas parce qu'ils sont pas compétents pour le faire, parce qu'on évalue la performance différemment. Et donc, pour en arriver à avoir une saine représentativité ou une représentativité qui ressemble plus à ce à quoi ce qu'on veut, ben il faut être en mesure de se questionner sur nos critères, puis amener la personne vers ce qu'on a besoin qu'elle aille. Donc, oui, ça prend plus de coaching, oui, ça prend plus d'accompagnement, Puis c'est pas en expliquant à quelqu'un que non, c'est correct si tu te vends. Tu sais, j'ai besoin que tu te vendes, c'est ça que je veux. Si ça fait pas partie de son ADN, ça fonctionnera pas. Ça va prendre du temps. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait une entrevue, un podcast avec Caroline Cody de la gouvernance au féminin et c'est exactement ce qu'elle me disait par rapport à la différence entre les hommes et les femmes, que les hommes allaient être toute leur vie, ils allaient être poussés à se vanter. Tu sais, c'est des échelles différentes, mais c'est toujours un peu le même concept comparé aux femmes, qu'on va pas les pousser à... Même si tu l'as jamais fait, t'es capable de le faire, vas-y. C'est vraiment intéressant parce que ça va être souvent les mêmes perceptions, les mêmes difficultés de soi-même quand on est dans une situation d'inconnu ou de nouveauté où on est la minorité. Exact. Et puis, le réflexe, dans bien des cas, c'est de se dire, ouais, mais moi, j'ai vraiment, tu sais, parmi mes critères, j'ai vraiment besoin que la personne soit capable de se vendre. Mais ton critère, même si tu n'es pas une personne qui est raciste, puis ton but, c'est pas du tout de faire de la discrimination, automatiquement, ton critère va discriminer une partie de la population. Puis c'est ça, et c'est très difficile, hein? C'est très difficile à comprendre. C'est très difficile... En fait, à comprendre, c'est pas difficile que ça. C'est très difficile à accepter. Puis c'est très difficile de vouloir s'adapter. Parce que ce que ça te force à faire, c'est revoir absolument toute la façon dont tu fonctionnes. Puis ce qu'on dit, c'est pas un processus de recrutement pour des personnes racisées puis un autre pour les personnes blanches. C'est pas ça. Mais c'est d'adapter la façon dont on fonctionne pour être en mesure d'inclure les personnes qui sont dans un système actuel plus discriminé. Donc, mais ça, c'est un combat de tous les jours, puis c'est la possibilité d'avoir la vitrine puis d'en parler au plus grand nombre d'entreprises, au plus grand nombre de gestionnaires possible. Pour moi, ça, c'est
ça fait partie de ma mission, là. C'est une mission sociale presque d'expliquer ça parce que quand tu arrives dans une organisation, quand tu parles aux décideurs, la première chose qu'ils disent, c'est « Attends, Sonia, là, je ne suis pas raciste. » Personne dit ça. T'sais, moi, je le sais que t'es pas raciste. Je suis pas en train de dire que t'es raciste. Mais tes procédures, tes systèmes, tes politiques discriminent automatiquement une partie de la population. Et donc, tu fais partie d'un système qui systématiquement va finir par discriminer un type de groupe. Donc, mais c'est une grande remise en question. C'est ça, puis c'est un peu là où on en est rendu. Je pense qu'on a passé le racisme dont tout le monde parle, puis que c'est plus une question où je pense que toute personne doit avoir des questionnements personnels par rapport aux biais qu'on a, et on en a tous. Et même en ce moment, pendant cette conversation-là, j'apprends tellement de choses, tu sais. Fait que je pense que c'est super pertinent ce que tu expliques. Puis plus t'en parles, plus t'amènes des détails, ça nous démontre des petits biais qu'on n'avait même pas réalisés. Puis puisqu'on parle de solutions, si on revient sur le CIUS des Laurentides, quelles sont, à ton avis, les pistes de solutions par rapport à cet événement-là? C'est sûr que ça devient difficile de parler de solutions concrètes quand j'ai pas le portrait global et qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, parce que j'ose croire qu'ils ont essayé d'autres choses avant. Mais pour moi, et ça va être crucial dans la réussite ou dans la rectification de cette problématique-là, dans cette organisation-là. Ça passe par notamment les personnes avec qui ils sont accompagnés, parce que même si Laurence, elle a toute la bonne volonté du monde, s'il y a des choses qui, par ton expérience ou par ta compréhension d'un sujet ou par ton vécu, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas aller jusqu'au bout de ça, tu dois te faire accompagner par des personnes qui le comprennent. Et donc, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut une personne racisée dans tous les comités ou dans tous les projets ou dans... Pas du tout. Mais quand tu en arrives à un point où tu te dis, si je fais pas ça, je dois discriminer, il est temps que tu fasses affaire avec un professionnel qui va être en mesure de t'accompagner adéquatement et qui va te dire, regarde tout ce qui est dans ton angle mort. Et c'est ça que certains spécialistes, certains professionnels en gestion des ressources humaines sont en mesure de pouvoir faire, c'est de montrer qu'est-ce qu'il y a dans l'angle mort des personnes. Puis nous-mêmes, en tant que professionnels, on en a aussi des angles morts. Puis c'est pour ça qu'il faut travailler en bonne communauté. Donc, de se faire accompagner adéquatement, pour moi, c'est une solution qui est numéro 1. Puis qui va permettre de décliner justement dans toutes les autres formes de solutions, c'est-à-dire est-ce qu'on refait des horaires, est-ce que on change ultimement peut-être le patient d'hôpital, est-ce que tu sais qu'on mette sur la table tout ce qui est possible, qu'on enlève ce qui est discriminatoire, puis qu'on dise il faut absolument qu'on joue dans ce carré de sable-là, il faut absolument qu'on joue dans ce type de piste de solution-là pour en arriver à quelque chose qui est adéquat. On parle de racisme systémique et d'une structure en elle-même, mais aussi, à partir d'un moment, les personnes blanches bénéficient directement et indirectement de cette structure-là et du racisme systémique. Et c'est à partir de là que je me demande, sur cette base individuelle, c'est quoi les actions à prendre pour devenir un allié dans la lutte contre le racisme? Ben, déjà, si moi, je faisais partie des 4 personnes, des professionnels RH, ben je lève la main. Les amis, là, on s'apprête à faire quelque chose d'illégal. Comme, est-ce que j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que 4 personnes en arrivent? Puis c'est là où on voit que, écoute, la vision, là, elle doit être comme ça. T'sais, elle doit être en tunnel pour que ce soit correct de porter des actes qui sont illégaux. La vision doit être comme ça, mais individuellement, chaque personne, déjà, doit lever la main quand il croit qu'on s'en va vers quelque chose qui est discriminatoire, doit lever la main quand il se sent pas suffisamment outillé. Puis ça, c'est difficile. Parce que quand on est dans une fonction, on est censé être capable de faire tout ce qui est dans cette fonction-là, puis de mener à bien ce qu'on nous a demandé, de mener à bien nos fonctions, mais c'est d'être capable d'avoir l'humilité, de lever la main et de dire « Non, ben là, je suis arrivée au bout de ma corde, les amis. » Les seules autres options que je vois sont illégales. Donc, c'est d'arrêter. Puis, ultimement, c'est de
refuser. Puis ça dépend de chacune des personnes, mais c'est de refuser catégoriquement de participer à ce type de système-là. Donc, je dis pas que les gens là-bas auraient dû démissionner ou auraient dû lever la main ou auraient dû aviser la PDG directement. C'est très personnel. Moi, j'aurais préféré perdre mon emploi que de faire ça. Parce que j'arriverais pas à dormir le soir. Puis être alignée avec mes valeurs, ça reste fondamental. Maintenant, quand ça ne te touche pas directement ou quand ça touche pas directement un groupe avec qui tu te sens particulièrement plus proche, c'est plus facile d'avoir des actes discriminatoires. Je donne un exemple très concret, mais s'il fallait mettre en place une politique pour des personnes à mobilité réduite, par exemple, moi, je ne suis pas à mobilité réduite. Fait que dans le projet, là, construire la rampe, on va le couper du projet. Écoute, c'est 50 000 de moins, on va le couper du projet. Ça ne me touche pas directement. Donc, quand ça ne te touche pas directement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est travailler avec des personnes avec qui ça va toucher pour comprendre justement l'impact de ne pas avoir cette rampe-là. Donc, quand tu regardes ton organisation puis que tu vois qu'elle n'est pas bien représentée par rapport soit à la société ou par rapport à ce que tu projettes dans tes objectifs de représentativité, il y a quelque chose que tu manques. C'est pas juste que ton affichage de poste, il est pas raciste ou il est pas discriminatoire. Il y a quelque chose dans ton processus d'entrevue. Il y a quelque chose dans les valeurs intrinsèques de ton organisation. Il y a quelque chose dans les professionnels en gestion des ressources humaines, dans les gestionnaires qui recrutent, qui fait en sorte que les gens ne se sentent soit pas à l'aise d'appliquer ou pas à l'aise de venir travailler dans ton organisation. Il faut se re-questionner constamment si on en arrive à avoir une situation qui discrimine les gens. Et c'est ce qui est difficile à faire et c'est ce que les gens n'ont pas nécessairement envie de faire, de se re-questionner sur les choses qu'ils font. Parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours bon, c'est toujours bon, c'est toujours bien, je suis bien intentionnée, puis je le sais que je suis pas raciste. Je le sais que je les aime, les personnes à mobilité réduite. Je le sais que... Mais si dans les faits, tout ce qui est mis en place ne pousse pas ces personnes-là à venir travailler pour toi ou à venir travailler avec toi, il y a quelque chose que tu fais qui est discriminatoire. Aussi lourd que ça peut peser de le dire puis de devoir l'accepter. Ouais, puis je pense qu'à un certain point, il faut arrêter de vivre un peu dans le déni, si on veut, parce que c'est la facilité en même temps, se dire « Ah, mais moi, je suis correct », puis tu sais, la difficulté de se re-questionner, se dire « OK, non, genre, j'ai des modifications à faire, je dois réaliser quelque chose », en même temps, c'est tellement plus facile que de vivre les conséquences de ce déni social-là de l'autre côté, la barrière. Exact. Fait que je pense... On approche de la fin du podcast. Est-ce que tu voudrais nous donner quelques recommandations ou une recommandation de livres, podcasts, documentaires que tu trouves vraiment pertinents puis qui permettraient à n'importe qui de comprendre un peu plus les impacts du racisme ou de sortir un peu de ce déni social-là dont on discute? Mm-hmm. Mon Dieu, il y en a beaucoup puis qui sont ressortis beaucoup dans les derniers mois. C'est sûr que moi, j'apprécie particulièrement, c'est comme du bonbon à mes oreilles, là, le podcast Woke or Whatever, parce que elles arrivent à réellement déconstruire et surtout à vulgariser. Donc, c'est vraiment, ça se digère bien pour une personne qui n'a pas du tout les connaissances, qui comprend même pas nécessairement un concept, puis elles font affaire avec des panélistes accessibles. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est sûr qu'avoir des personnalités dans des podcasts ou lire des livres de personnalités, c'est super intéressant, mais d'avoir le vécu de personnes comme vous et moi, là, qui marchent dans la rue, qui travaillent, qui font leur train-train quotidien, ça ramène à un niveau réaliste et accessible de comprendre c'est quoi certains concepts. Donc, c'est sûr que moi, j'apprécie beaucoup ce podcast-là. Ils ont fêté leur première année tout dernièrement. Donc, oui, moi, je le conseillerais à tous. Et finalement, on aime finir le podcast en posant cette question. Qu'est-ce que tu souhaites pour la société lors de la prochaine année? C'est une super belle question. Moi, je souhaite de continuer la prise de conscience. Je souhaite, à travers toutes ces débats-là, beaucoup de douceur envers les gens parce qu'on est très, très dur envers nous-mêmes et envers les autres. Et d'en arriver à
être capable de déconstruire suffisamment notre pensée, déconstruire suffisamment notre point de vue pour qu'il soit accessible aux autres. Parce que et puis c'est correct s'ils décident d'aller vers ce mode de fonctionnement-là, mais il y a certaines personnes qui refusent d'expliquer parce que c'est le travail des autres de comprendre. Moi, je dirais à tous et à tous qui veulent comprendre, qui veulent faire un réel changement, de prendre le temps d'expliquer et que cette explication va tomber dans l'oreille d'une personne qui a envie d'écouter, de comprendre réellement. Et donc, même si ça aide, ça contribue à changer la façon de penser pour une personne, cette personne-là peut faire des petits, puis c'est comme ça qu'on va finir au bout de potentiellement plusieurs années, voire quelques décennies, d'en arriver à un réel changement. Mais vraiment beaucoup de douceur, d'explication et de continuer de faire ressortir des situations qui sont problématiques. C'est avec ça qu'on va être capable d'avancer tranquillement. Un énorme merci pour ces beaux mots. Pour vrai, tu as été une superbe découverte pour moi, un beau coup de cœur. Puis j'espère qu'on va se recroiser. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye. Bye.